Ok, c'est parti. Bien, on va commencer l'actualité du jour avec les marchés qui réagissent plutôt bien au discours de Powell hier soir. Les contrats à terme, donc les négociations avant les heures d'ouverture des marchés, qui augmentent. Donc on voit qu'avant l'ouverture des marchés, les actions sont en hausse. Et tout ça, c'est... voilà, déjà regardez le SP500 ici, là. Un record ici. On a atteint le plus haut, hein, 5200, jamais le SP500, donc, qui est l'indice standard mondial, l'un des trois grands indices américains, n'avait atteint ce niveau-là. Vous voyez? Et donc ça, tout ça, c'est suite au discours de Jérôme Powell, qui a rassuré les marchés. Et donc voilà, ici, sur la CNBC, vous pouvez retrouver un récapitulatif de tout ce que Powell a dit. La principale chose, c'est que la principale annonce qui a rassuré complètement les marchés, c'est qu'il y aura bien une baisse des taux en 2024. Et il parle de 3 baisses des taux. Et il est même allé au-delà, il a dit que l'année prochaine aussi, il y aura des baisses de taux. Donc on va entamer une baisse de taux. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer, mais on est sûr qu'il y aura des baisses de taux en 2024. Et là, ça a complètement rassuré les marchés et ça a amené une sorte d'élan positif et d'euphorie et un regain de confiance. Et donc, les investisseurs se sont à nouveau, on va dire, mis à acheter des actions en bourse et des cryptos. Et que ce soit pour les actions en bourse et les cryptos, tout est reparti à la hausse. Donc on peut remercier Jérôme Powell. Regardez le marché après le discours, le marché boursier. Donc toutes les actions, hein, on peut dire que c'est une map assez verte, à l'exception de quelques actions quand même, dans le rouge. Mais voilà, globalement, dans la globalité, tout est vert. Et ça, c'est principalement grâce à Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, c'est lui qui voilà, par ses discours, par ses propos, impacte les marchés. Voilà, parce qu'il est en train de juguler l'inflation en jouant sur les taux d'intérêt. Il est en train d'essayer, voilà, de freiner l'inflation. Et les indications qu'il a données, parce que les investisseurs essayent de timer, essayent d'anticiper voilà, la Fed va faire à l'horizon pour pouvoir anticiper et investir. Et donc voilà, par les propos de Powell qui ont été rassurantes hier, les investisseurs ont été rassurés et sont allés massivement acheter des actions. Et là, tout est dans le vert ici. Donc très bonne nouvelle sur les marchés. Autre bonne nouvelle, ce qui concerne aux États-Unis, l'administration Biden va annuler 5,8 milliards de dollars de dettes étudiantes pour près de 78 000 emprunteurs. Donc, c'est énorme. En fait, c'est une grosse aide, c'est un grand appui, on va dire, pour les jeunes. Moi, en tout cas, de la présidence Biden, je vais retenir surtout ça, parce que pour le reste, c'est une catastrophe pour sa politique, mais il faut dire que ça résonne comme un écho. Le fait qu'il annule les dettes étudiantes, on pourrait dire que c'est la seule chose qu'il a faite dans son mandat de bien, je dirais, ou en tout cas, ce qui résonne, en tout cas dans mon esprit, quand je regarde son bilan, voilà, c'est ce qui ressort le plus. Maintenant, regardez ça, c'est le président Trump qui vient de publier ceci sur Instagram. Le lendemain du Latino comme Biden, Harris par Biden. Un programme conçu pour mobiliser les électeurs latinos. En gros, Donald Trump, sur sa plateforme, la Truth Social, il a une plateforme qui ressemble à Twitter, hein, à X. Et bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais voilà, il y en a quelques-uns qui l'utilisent. Et sur sa propre plateforme, il a mis cette vidéo. En gros, il essaye d'avoir l'électorat latino. Donc, on verra s'il arrive. Il sait que c'est une bonne partie, ça représente beaucoup. Il sait que ça peut jouer dans la décision finale du scrutin. Donc, on verra ça. Maintenant, l'intelligence artificielle, on a même Bill Gates hein, qui fait des déclarations, des choses incroyables et parfois effrayantes que nous avons vues jusqu'à présent ne font qu'effleurer la surface de ce qui nous attend. Bill Gates pense que l'intelligence artificielle révolutionnera des secteurs vitaux de l'économie mondiale au cours des années prochaines. Pour le coup, je suis d'accord avec lui. Donc Bill Gates, c'est un peu difficile de le cerner. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est gentil? Philanthrope? Bon. Mais en tout cas, là, pour le coup, sur ça, en tout cas, on est d'accord. C'est vrai que l'intelligence artificielle va changer énormément de choses dans l'économie mondiale, tout ça. Ça touche même à la santé. D'ailleurs, Nvidia et son PDG ici, Jensen Huang, avaient déclaré qu'ils s'attaquaient avec
avec une autre entreprise qu'ils allaient voilà, voilà, essayer de révolutionner le milieu de la santé, de la chirurgie, tout ça, grâce à l'intelligence artificielle. Et Jensen Huang, ici, peut avoir le sourire, le PDG d'NVIDIA, avec toutes les recommandations. Ici, on a toutes les grandes banques ici, où les plus gros fonds qui augmentent la target de l'action Nvidia. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on a Goldman Sachs, on va traduire, hein, Goldman Sachs qui relève son objectif de cours à 1000 $ contre 875. Vous voyez, Citigroup, lui aussi, il relève quasiment tous les cibles de Nvidia à au moins 1000 $, 1000, 1030, 1050, 1100. Mais en tout cas, tous, ils réaugmentent. Même Piper Sandler relève le cours de son objectif de 850 à 1050. Vous voyez. Et ici, on a Oppenheimer, qui relève le cours d'objectif à 1100 $ contre, à l'heure actuelle, 875. Donc, voilà. Ici, on a tous les fonds ou les brand banks qui relèvent le cours de Nvidia. Et moi, je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire que je sais que Nvidia va atteindre les 1000 $, 1100. Mais je vois même au-delà. Pour moi, Nvidia, ça peut aller à 1400, voire au-delà. Mais moi, ma target price, c'est 1400. Donc, c'est bien plus élevé que les analystes. Et eux, une fois que Nvidia aura atteint cette cible de prix, ils vont faire une nouvelle mise à jour. Et certainement, ils verront toute la force d'Nvidia, qui est loin encore qui n'en est qu'à ses débuts. Ils vont continuer à augmenter l'objectif cible une fois que Nvidia aura atteint cette target de 1000 $. Donc, c'est que du bon pour Nvidia. C'est des hausses qui attendent de plus 13, plus 20% à venir. Et donc, voilà pourquoi Nvidia est ma plus grosse valeur. En tout cas, c'est ma plus grosse détention en bourse. Donc, voilà par rapport à ça. Et on va passer en Europe un peu. L'Europe qui ouvre en forte hausse après la Fed. Donc, le discours de Powell a même impacter les marchés européens. De toute façon, c'est toujours ça. C'est le marché américain qui lead un peu les marchés mondiaux et surtout européens. Et là, voilà, on a des actions qui explosent en Europe, qui montent fortement. Donc voilà. Maintenant, dans toute cette positivité, on a la BCE qui tente d'atténuer les anticipations de baisse de taux. Donc, c'est vrai que là, la BCE a même déclaré qu'elle allait aussi baisser les taux, ce qui est rassurant pour les investisseurs, tout ça. Mais Christine Lagarde essaie de tempérer les ardeurs. Là, il pourrait y avoir une forte euphorie. Elle essaie de calmer les choses, surtout qu'elle sait très bien que là, on est au bord quand même d'une guerre qui se profile peut-être entre la Russie et l'OTAN et la France, tout ça. Et donc, ça pourrait impacter fortement les prix du pétrole, tout ça, et augmenter les sanctions, tout ça. Donc, ça pourrait relancer l'inflation. Donc, elle tempère un peu et elle essaie de calmer les ardeurs. On verra si elle a raison de faire ça, en tout cas. Ici, on a les analyses qui prévoient plus 96% sur une action du CAC 40. Ici, il s'agit de Téléperformance, ici. Donc, le spécialiste des centres d'appel et services clients. Bon, moi, c'est pas mon type d'action. Pardon. Mais bon, en tout cas, apparemment, les analyses prévoient quasiment plus 100%, c'est-à-dire une sorte de x2, x3. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est pas ma cam. Les actions européennes, c'est pas trop ma cam, mais je vais pas m'exposer à ça. Mais voilà, c'est ce que les analyses voient. On verra. Téléperformance. À chacun de voir. Je sais qu'il y en a qui investissent aussi sur les actions européennes, tout ça. Moi, pour moi, il y a moins de croissance. Ils apportent moins de valeur que les actions américaines. Donc, moi, je préfère là où il y a le plus de croissance. Mais voilà, pour chacun, pour ceux qui ont des PEA, des choses comme ça, voilà, il y a Téléperformance. Il faut aller étudier ça parce que les analyses voient une énorme croissance à venir. Ici, donc en tout cas dans le reste de l'Europe, la Suisse qui devient la première grande économie justement à baisser ses taux. Donc cette vision là de baisse des taux là qui rend euphorique les investisseurs là, surtout aux États-Unis et aussi en Europe, les investisseurs sont dans l'attente parce que ça stimule la croissance et ça stimule les actions. Et ben la Suisse elle est passée. Donc, est passé à l'acte et a baissé ses taux. Donc, la Suisse ici, qui avait des taux déjà assez faibles, hein. La Suisse n'est pas dans cette sorte d'inflation. La Suisse est en dehors de l'Europe, hein, de l'Union européenne en tout cas. La Suisse est un pays européen.
Voilà, géographiquement, ils sont en Europe, mais ils sont en dehors de l'Union européenne, de l'Alliance en tout cas. Et là, la Suisse a une politique indépendante. Et donc là, eux, ils ont baissé les taux de 0,25, passant de 1,75 à 1,50, alors que les prévisions tablaient sur un maintien des taux. Donc la Suisse donc baisse les taux, ce qui va favoriser la croissance chez elle. Donc voilà, ça stimule ça et ça donne enfin, ça alimente les spéculations comme quoi même l'Europe va se mettre à baisser les taux. Surtout que même en Angleterre, on a eu les chiffres de l'inflation. L'inflation a baissé plus que prévu hier, tombant à 3,4 au lieu de 3,5 attendu. Donc on sent que ça va dans le bon sens, que ce soit aux États-Unis et en Europe. On sent que ça va dans un sens où l'inflation baisse et qu'ils vont maîtriser la situation. Il va y avoir une sorte d'atterrissage en douceur par rapport à tout ça. Et ça hype les marchés. C'est pour ça que les bourses montent. Donc voilà, par rapport à ça. Maintenant, plus en France, le budget des Jeux Olympiques, là, parisiens, est passé de 6,3% à 8,8 milliards. À 6,3 milliards, de 6,3 milliards à 8,8 milliards. Donc à peu près 2 milliards et quelques de hausse du budget pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, la France augmente son budget. Pourtant, c'est loin d'être le pire dépassement de budget. Hein. Donc regardez les budgets. Donc à la base, regardez surtout par rapport à Pékin. En 2008, Pékin avait un budget de peut-être 2,5 milliards et ils avaient augmenté ça à 33 milliards. Vous voyez? Donc c'est voilà, même ici on a Rio qui avait un budget de 12-13 milliards et ici ils l'ont augmenté à 31 milliards. Donc voilà, là la France réaugmente un peu son budget par rapport au JO, un peu plus que prévu. Et donc voilà, pour l'instant on monte à 8,8 milliards pour le budget, pour les JO. Donc voilà, c'est une bonne chose pour l'organisation en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne la France, c'est surtout voilà, la menace de Macron envers l'Ukraine. Enfin, pas une menace, enfin, envers la Russie plutôt. Et là, Politico révèle ce matin ce que dit vraiment Macron sur l'Ukraine en privé. C'était hier soir à l'Elysée. Macron a déclaré apparemment l'Ukraine peut tomber très vite, a-t-il lâché en petit comité. À faire savoir partout. Il sait que c'est déjà foutu pour l'Ukraine, mais continue de dilapider notre argent, notre crédibilité et de jouer à la Troisième Guerre mondiale. Voilà, des généraux évoquent derrière l'idée de faire couler le sang des fils et des filles de France. Donc voilà, ça c'est très dangereux hein, à quoi il joue. Apparemment Macron aurait déclaré, c'est Politico qui le révèle, qu'il a déclaré que l'Ukraine pourrait tomber très vite. C'est pour ça que peut-être il veut agir très vite, mais voilà, c'est très très mal embarqué. En tout cas, mise à jour là, du conflit, la défaite de Moscou est une question de vie ou de mort pour la démocratie selon Kiev. Vous voyez, donc la Russie frappe la capitale ukrainienne. Donc la Russie s'approche de plus en plus d'une victoire totale. Là maintenant, c'est Odessa et Kiev qui sont visés, donc les derniers gros bastions avant de faire tomber Kiev et l'Ukraine. Donc voilà, ça se rapproche de plus en plus. Et voilà, donc c'est pour ça que les autres États européens se précipitent pour essayer de tenter de sauver la défaite de l'Ukraine. Donc voilà, alors surtout sur ça, alors je vais le reculer un peu. Je voudrais d'abord parler de tout ça. 147 morts français en Ukraine et 2000 cercueils vont suivre. Ça, c'est ce qu'a déclaré ici un membre russe. Donc le vice-président de la Douma ici, Piotr Tolstoï, donc ce monsieur-là, qui dit qu'il va y avoir beaucoup de cercueils à Orly. Voilà, donc ça va se terminer avec des cercueils à Orly. Piotr Tolstoï évoque la mort de soldats français s'ils sont envoyés en Ukraine. Donc voilà, il met en garde, en tout cas, par rapport à tout ça. Et il dit que voilà, en fait, il a déclaré hein, sur BFM, mot pour mot, qu'ils allaient tuer tous les soldats français qui iraient en Ukraine. Simplement. Donc voilà. Voilà. Ensuite, il dénonce un proche de Vladimir Poutine, donc cette personne-là, Piotr Tolstoï, vise Gabriel Attal avec des propos homophobes.
voyez, ici, et en fait, la France est gouvernée en partie par des pervers. Piotr Tolstoï, le haut responsable russe, s'est attaqué à Gabriel Attal, qui a récemment déclaré ouvertement son homosexualité. Bon, après, voilà. La Russie, elle, n'est pas dans un délire de LGBT, voilà, voilà, de tous les couples possibles, tout ça. Chacun sa vision. La France est plutôt ouvert à tout ça, oui. Donc voilà, là après, ça appartient à chacun. En tout cas, ce qui est dans la réalité des faits, c'est que voilà, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Et voilà, il suffit qu'on baisse nos frocs ou nos culottes, enfin les femmes. En fait, voilà, on a des outils pour procréer. Donc normalement, de manière normale, si voilà, on tourne, voilà, et qu'on devient, voilà, plutôt, qu'on est plutôt gay ou lesbienne, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça a mal, voilà, ça a mal tourné, ou voilà. Ça c'est mon point de vue. Mais bon, en tout cas, on va pas rentrer enfin aujourd'hui, en tout cas dans ce débat, on peut en débattre, hein, on peut en débattre dans les commentaires, tout ça, mais c'est ce délire de LGBT, voilà, de la woke culture là, c'est très dangereux pour la population, parce que s'il y a un déséquilibre au niveau des énergies masculines, féminines, c'est très mauvais. Et on va voir que la Chine a fait quelque chose en ce sens. Donc, en tout cas, Poutine ira jusqu'à Kiev récupérer ses territoires, car Kiev est la mère patrie de la Russie. Et les Français n'ont rien à dire, car cela ne les concerne pas. Donc ça, c'est ce que déclare voilà, une page pro-russe ici. Et là, on a la Corée du Nord qui envoie à la Russie 7000 conteneurs remplis de munitions et d'autres équipements militaires pour sa guerre avec l'Ukraine. Donc la Corée du Nord, qui est, vous le savez, hein, l'un des pays les plus, on va dire, souverainistes, ou en tout cas qui tient voilà, à la patrie, tout ça, et qui veut pas voilà, une invasion de l'ennemi ou des choses comme ça. Voilà, que ce soit, on va dire, politique ou des choses comme ça, soutient férocement la Russie. Et donc, voilà, là, ils envoient des armes, 7000 conteneurs, vous voyez, à la Russie, donc remplis d'armes, tout ça. Donc, voilà, la Russie est prête. Déjà que la Russie n'a pas besoin de base de ça, on va dire, mais la Russie est prête. Et la Corée du Nord, d'ailleurs, qui affirme que la moitié des gains en devises étrangères. Ici, là, vous voyez, en tout cas, qui provient du hack et d'attaques crypto. Donc, en fait, l'ONU voit que la Corée du Nord a fait énormément de gains, surtout grâce aux crypto-monnaies. Vous voyez. Donc, l'évaluation du Conseil de sécurité de l'ONU porte sur 58 cyberattaques présumées. Donc, apparemment, les Nord-Coréens sont très forts hein, dans la cyberattaque. Ils ont des bons hackers, tout ça. Ils sont très forts dans l'informatique. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Alors ça, je vais le décaler. Voilà, ici. Cette nouvelle-là de Dubaï, on va faire ça après. En tout cas, parce que voilà, on a certains. Ayam, Red, Mike, par exemple. Il se reconnaîtra. Qui est là, qui est pro-Occident apparemment. Ces trois hommes ont envahi 9 pays. Hein. Ça, c'est juste pour que tu imagines là. 9 pays en 23 ans. Ici, là, de tuer 11 millions de civils et personne ne les appelle des criminels de guerre au nom de la démocratie. Et pas une seule condamnation pour ces hommes hein, qui ont envahi 9 pays en 23 ans et tué 11 millions de civils. Ces personnes-là, vous voyez. Donc voilà. Et pourtant, ils se disent démocrates, tout ça. Donc essayez de voir voilà, l'envers du décor et de ne pas être piégé, voilà. Après, je dis pas que l'autre côté, la Russie, la Chine, c'est des saints, des choses comme ça. Mais voilà, on voit qu'il y a plutôt un camp plutôt droit et l'autre plutôt corrompu. C'est ça que j'ai envie de dire un peu. Après, voilà. Les commentaires sont là pour débattre. En tout cas, la Chine, elle, est prête aussi, vous voyez, veut la guerre. Apparemment, regardez tous voilà, les avions de combat qu'ils ont placés ou comment ils survolent autour de leur... voilà. En fait, ils veulent protéger leur zone, là. La mer, là, ici, là. Et ils veulent récupérer Taïwan, tout ça. Donc, la Chine sait que ces territoires sont très importants pour une influence mondiale, tout ça. Et en tout cas, ils protègent leur zone de défense. Maintenant, là, on a des pays hein, qui veulent rejoindre les BRICS, là, le Cameroun par exemple qui veut rejoindre les BRICS
Ici, c'est déclaré, hein, les BRICS deviennent une organisation internationale de plus en plus prestigieuse, déclare l'ambassadeur. En tout cas, donc voilà, même le Cameroun veut rejoindre cette alliance. La Chine, en tout cas, elle est la superpuissance manufacturière mondiale, hein. Ils sont loin même devant les États-Unis, hein, quasiment. Et le Japon, tout ça. En tout cas, la Chine, c'est à peu près l'usine du monde. Vous voyez, les coûts sont faibles, voilà, et ils en profitent. Donc ça, c'est une bonne chose, en tout cas pour eux. En tout cas, voilà, j'avais dit que la Chine avait agi par rapport à ce délire. OnlyFans est interdit en Chine à présent. Oui. Et je pense que les Occidentaux devraient en faire de même. En tout cas, en France, tout ça. Parce que ça détruit l'homme, en fait. Cette chose-là de désirer un peu. Bon, c'est beau pour les femmes qui peuvent exprimer leur valeur, hein. La valeur des femmes, c'est leur beauté, leur féminité, tout ça. Et bon, elles en font un business, ça marche très bien OnlyFans pour elles. Non, elles peuvent être elles peuvent être des femmes indépendantes, mais ça dérègle les choses. Les femmes, après qui ont un business, n'ont plus nécessairement besoin d'hommes. Et les hommes qui sont là à avoir des femmes, tout ça, ils sont en train de perdre leur temps et leur testostérone. Vous voyez, en train de se vider, de perdre toute leur masculinité. C'est des choses très dangereuses pour l'humanité, pour la reproduction, tout ça. Donc, en tout cas, la Chine se débarrasse de ce délire-là, là, OnlyFans. Et voilà. C'est pas dans leur culture, de toute façon. À côté, le Japon, le Nikkei 225 au Japon, donc l'indice standard japonais, suit une hausse de 2%. Donc eux aussi, ils sont dans l'euphorie là de la baisse des taux américaines, je pense. Les marchés mondiaux sont en hausse. Et le Japon, voilà. Le Japon qui a rebaissé, qui a réaugmenté légèrement ses taux d'intérêt après 17 ans. Et là, peut-être que ça stimule son économie, je sais pas. On observera ça. Mais le Japon, voilà, ils impriment de l'argent, ils trichent complètement. Donc c'est comme la Chine, c'est comme les États-Unis, c'est comme tout le monde. Tout le monde voilà, triche et imprime de l'argent. Ici, on a le président vietnamien qui démissionne, soulevant des questions sur la stabilité du pays. Donc contre toute attente, le parti communiste vietnamien a accepté la démission du président Vo Van Thuong, a annoncé mercredi le gouvernement. Signe de troubles politiques qui pourraient nuire à la confiance des investisseurs étrangers dans le pays. Donc contre toute attente, on a le président qui a démissionné. Donc ça, c'est un fait qu'il faut retenir. Surtout que le Vietnam, là, est en pleine croissance et devient un sérieux concurrent, là, pour Taïwan. Et voilà, même pour le manufacturing, en fait, pour fabriquer des puces à des coûts encore plus faibles. Parce que là, le Vietnam, c'est encore plus faible, les coûts. Même pour tout ce qui est les activités manufacturières, tout ça, ça devient plus attractif même que la Chine. Les coûts sont plus faibles. Et les étrangers veulent voilà, faire des affaires avec le Vietnam, tout ça. Donc, c'était pas le moment qu'il y ait une instabilité politique chez eux. Mais bon, on verra ça. En tout cas, Parkin de Dubaï bondit de 30% lors de ses débuts commerciaux, lors de la première introduction en bourse de l'année aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, les actions de l'opérateur de stationnement de Dubaï Parkin ont bondi de plus de 30%. Donc ils sont entrés en bourse levant 1,57 milliard de dirhams, 429 millions de dollars. Donc une introduction en bourse à Dubaï, Parkin a été souscrite 165 fois avec une demande de 259 milliards de dirhams, un record pour la bourse du marché financier de Dubaï. Donc apparemment, c'est un opérateur de stationnement. C'est une société qui stationne peut-être, je sais pas, les véhicules, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont bondi. Et ça a été une très bonne entrée en bourse pour eux. Donc, faut le savoir ça. On se concentre moins sur les marchés étrangers. On n'a pas trop accès de toute manière aux marchés étrangers. On est plus sur les marchés américains. Mais bon, en tout cas, ça bouge aussi au Moyen-Orient, un peu partout là. Ici, on a le prix de l'or qui clôture au-dessus des 2200 pour la première fois de l'histoire. Donc l'or qui fait que de monter aussi, mais voilà, ça reste très modeste, hein. L'or, c'est très peu volatile, mais ça prend du galon quand même. Et c'est un actif voilà, de défense au cas où il y aurait des problèmes. Là, justement, avec la guerre qui peut-être approche, l'or s'apprécie. Les investisseurs anticipent peut-être une catastrophe à venir, donc ça alimente les spéculations sur l'or. Et donc ça fait que de monter. Donc voilà par rapport à ça. On passe aux cryptos et on va finir sur les cryptos. Donc les cryptos là. Ici vous avez le Bitcoin qui est à 67 000, hein, qui est bien remonté. Depuis le discours de Powell, on est passé de 62 000
à 68 000 quasiment, 67 maintenant là à l'heure actuelle. On est même monté à 68 000 et là on est redescendu à peu près à 67 000. Mais on a une montée de 5 000 $ sur le Bitcoin suite au discours de Powell. C'est une bonne chose, les marchés sont verts, regardez-moi ça. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Malgré que voilà, le discours de Powell a eu un plus fort impact parce que hier, encore une fois, on a eu une 3e journée consécutive de sortie. Voilà, dans la balance entrée-sortie, on a enregistré une journée de sortie sur le Bitcoin. Donc plutôt de vente. Vous voyez, sur la voilà, 19, 18, 19, 20, on a des sorties. Donc normalement, ça devrait amener le prix à la baisse. Mais le discours de Powell a fait pousser les cryptos. On espère que ça va se freiner. Hein. Regardez. Donc on avait beaucoup de verts ces derniers temps. Et là, on a 3 journées de sortie. Donc, bon, on espère que le pic était le 19 et que maintenant, ça va aller crescendo le 20 et ça va continuer à descendre et repartir. Voilà. Peut-être que demain, on aura encore une journée de sortie qui va voilà, faire comme le jour du 18, là, mars, on verra. Mais voilà, pour l'instant, le Bitcoin corrige un peu, il y a des ventes sur le Bitcoin sur les 2-3 derniers jours, mais c'est pas très très grave, vous voyez. Donc, en tout cas, voilà, beaucoup ont essayé de shorter le marché, parce que là, on se dirigeait vers une baisse. Beaucoup ont mis des leviers et ont parié sur une baisse plus forte. Et finalement, comme le Bitcoin a fortement reparti à la hausse suite au discours de Powell, il y a eu beaucoup de liquidations. Plus de 4 milliards 600 millions de shorts qui ont été liquidés. Qui vont être liquidés, pardon, apparemment ce qu'ils disent. Ah, tac. Ah non, d'accord, non, excusez-moi, j'ai complètement mal compris. En fait, là, si Bitcoin, non, là, en fait, parce que là, dans les ordres de marché qui ont été passés, si Bitcoin va à 70K, jusqu'à 70 000, il va y avoir plus de 4 milliards, voilà, de 600 millions de dollars de liquidités qui vont être liquidés. Beaucoup vont se faire rect si le Bitcoin continue à monter, parce que beaucoup ont mis des leviers à la baisse, et si le Bitcoin atteint le prix de 70 000 $ là, sous peu, beaucoup vont se faire radier et liquider, parce qu'ils ont déjà placé des ordres qu'ils ne peuvent plus toucher. Donc là, beaucoup vont perdre, là, si le Bitcoin remonte à 70K. Parce que finalement, le Bitcoin est reparti dans l'autre sens. Donc voilà, en tout cas, là, on est dans un moment décisif pour le Bitcoin, sa bataille. On a fortement chuté. Là, il semblerait qu'on repart à la hausse. Est-ce qu'on va repartir chercher 70K? C'est un moment décisif. On va observer tout ça. Ici, voilà, hein, le PP qui prie carrément. On va chercher les 69K. La target montre que, voilà, ici, là, en tout cas, on est bien parti pour. Mais il va peut-être falloir attendre quelques jours. Voilà, là, ça digère. Il faut que l'euphorie revienne un peu. Il faut qu'on repasse en balance positive en termes d'achat d'ETF Bitcoin déjà. Et je pense qu'on va aller chercher les 70K. Donc, on va suivre ça sur les prochaines heures. Bien sûr, sur ce chart, on voit qu'on peut faire marquer une forte baisse qui nous ramènerait jusqu'aux 50 000, 48 000 ici, avant de repartir vraiment à la hausse. C'est aussi un scénario qui peut arriver. On verra ça. Maintenant, quand on regarde dans les faits, ici, on voit qu'on a une autre première grosse bougie là. Il semblerait qu'on reparte là. Vous voyez, dans le rond là. Et quand on a tout ça, en général, les marchés performent. Et là, on en a une autre première ici. Donc, la fête repart. La Bitcoin Party vient de commencer. Donc, après la bonne baisse qu'on a eue là, il semblerait... Voilà, en fait, voilà, là, c'est même un chart sur le long terme. Et il semblerait qu'on soit qu'au début et qu'on va aller monter très haut au niveau des montagnes qui va nous ramener très haut. Donc, en fait, ça fait que de commencer. On est bien monté là jusqu'à à peu près 70K, mais il semblerait que la fête ne fasse que commencer parce que en termes ici, vous voyez là, de bougies jaunes là, ici là, de volume. En fait, finalement, c'est que la première bougie jaune. En fait, vous voyez que dans les autres fois, on en a eu au moins 3 ou 4 avant une forte liquidation. Avant des bougies rouges là, on en avait eu au moins quelques-unes, 2 ou 3 avant, vous voyez, ici, ensuite, voilà, au moins 2, voilà, avant qu'on ait voilà, plusieurs bougies rouges, on verra, là on en a eu une seule, il semblerait qu'on va en avoir au moins 2 ou 3 de barres jaunes là ici, avant de connaître des bougies rouges de liquidation, tout ça, donc on verra ça.
Maintenant, voilà, certains s'amusent à décider des prévisions. Ici, voilà, ils nous posent la question, est-ce qu'on serait prêt quand le Bitcoin va atteindre 450K? Bon, moi, je pense qu'on va plutôt atteindre les 300K d'ici la fin du bull run. Mais est-ce qu'on sera prêt à faire un DCA quand ça va baisser? Est-ce qu'on sera prêt à acheter la baisse? Moi, déjà, je recommande de bien tout vendre à peu près d'ici la fin de l'année 2025. Mais est-ce qu'on sera prêt à, quand ça va fortement chuter, à racheter les baisses? Bon, on peut aussi faire ça. Mais il faudra, moi, je préférais attendre tout le crash, de voir jusqu'à où la baisse va aller avant de recommencer à acheter. Mais on verra d'ici là. Mais voilà. En tout cas, les dessins sont faits. Et là, apparemment, on montre jusqu'à 450, ce qui peut être possible, hein. On ne sait pas jusqu'où la hype va monter. Et ensuite, on va rechuter à 80K pour ensuite remonter bien plus haut. Donc ça, c'est dessiné. On verra si ça se tient. Voilà. Là, on a la banque N26 qui ouvre son offre N26 crypto, hein, à tous les clients. Donc moi, je pensais qu'N26 était fini. Ils ont eu de beaucoup de soucis. Depuis, voilà, dans le paysage, Revolut a largement pris une avance et largement dominant. Mais N26 est toujours là. C'est toujours considéré comme une bonne néobanque. Voilà. Et maintenant, il s'ouvre à la crypto, tout ça. Donc, une offre spéciale crypto. Voilà, ils n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter, hein. Et comme c'est lié à la finance, ils doivent s'adapter à la nouvelle économie, à la nouvelle finance. Et les cryptos font entièrement partie de tout ça. Donc voilà, en tout cas, par rapport à tout ça, le Bitcoin, là, on passe à Ethereum. C'est le thème, en tout cas, qui concerne le titre de cette vidéo. La guerre entre la SEC et l'Ether. Donc là, on va rentrer maintenant dans un vrai combat entre Ethereum et la SEC. Le combat est ouvert. La SEC tente de contrôler les choses et tente de classer Ether comme un titre. Donc comme une sorte de securities. C'est-à-dire que en gros, Ethereum sert à un business et n'est pas comme ça. Ne sert pas à en fait servir ses intérêts. En gros, c'est comme si Ethereum était un business pour la SEC, alors que Ethereum se considère comme une marchandise, comme une fondation à but non lucratif, et que en fait on utilise plutôt son réseau pour faire du business, mais que eux, ils cherchent pas à faire des gains, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'Ether se considère comme une marchandise ici. Donc, et en fait, la SEC a déjà classé le Bitcoin comme une commodities, vous voyez, et non comme un titre. Donc le Bitcoin est épargné de tout ça, et c'est pour ça que le Bitcoin a eu l'approbation des ETF spot, des produits en bourse, pour s'exposer au Bitcoin. Mais l'Ether, pour l'instant, pour la SEC, l'Ether est considéré comme un titre et ne peut pas être un produit même. D'abord, ils veulent classer ça comme un titre et ensuite, on verra s'ils classent ça ou s'ils le proposent comme un ETF. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros débat sur la classification d'Ether. Et là, la SEC, en tout cas, classe Ether. Et là, c'est un combat pour toute la crypto encore, hein. Là, il faut vraiment. Là, maintenant, il va vraiment falloir voir pour les altcoins si les altcoins vont réussir à remporter ce combat contre la SEC. Maintenant, c'est le combat qui est engagé sur ça. Si la SEC classe Ether comme un titre, cela remet en question la perspective de la CFTC sur les matières premières. Parce que la CFTC, elle, a déclaré un peu que peut-être Ether et les autres classes d'actifs crypto étaient plutôt des matières premières, tout ça. Donc, on va voir, ils sont pas très d'accord, hein. On a du mal à classer ces cryptos. Donc, on verra ça. En tout cas, ici, le directeur juridique de Coinbase, c'est pas lui, hein. Lui, c'est Gary Gensler, justement, le président de la SEC qui attaque Ethereum. Mais là, on a le président de la SEC juridique de Coinbase qui a déclaré que l'ETH est une commodities et non une securities. Donc, vous avez la SEC qui essaye de classer Ethereum comme une securities, mais vous avez le directeur juridique de Coinbase qui connaît bien la crypto et qui dit que Ethereum est une commodities. Vous voyez ? Et comme une marchandise, comme une matière première ou des choses comme ça, une classe d'actifs, voilà. Donc là, il y a un débat. Comment est classé Ether? Et ça c'est très important parce que ça va impacter toutes les autres cryptos aussi. Toutes les autres altcoins, tout ça. Il considère que la SEC n'a aucune bonne raison de rejeter la demande d'ETF Ethereum Spot. Je pense que les ETF Ethereum Spot, un jour, seront acceptés. Mais déjà, il faut passer par le combat face à la SEC pour savoir est-ce que Ether est une commodities ou une securities. Donc on verra ça. En tout cas, là, on a le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, qui défend Ethereum, hein. Il dit que si l'État est contre Ethereum, alors je suis contre l'État. Voilà. Donc il prend le parti d'Ethereum parce que lui-même, il sait, hein, que ça peut impacter aussi Solana. Et donc, si un jour Ethereum est validé et même qu'il y a une acceptation des ETF Ethereum, il y aura sans doute dans la foulée peut-être une acceptation des ETF Solana Spot. Vous voyez? Donc,
c'est pour ça qu'il est à fond derrière Ethereum et qu'il soutient Ethereum. Maintenant, là, Ethereum, en tout cas, continue d'innover. Vitaly Buterin présente Rainbow Staking et Recovery Hard Fork à l'ETH Taipei 2024. Donc là, il y a apparemment un événement qui se tient à Taipei, à Taïwan. Et là, Vitaly Buterin est là-bas et a présenté deux nouveaux projets, enfin deux nouveaux produits, on va dire, pour Ethereum. Le Rainbow Stacking vise à améliorer la valeur économique et la participation des stackers en solo en intégrant divers services de protocole de manière plus plug and play. Donc c'est pour améliorer ceux qui participent au stacking. Donc Rainbow Stacking et le Recovery Hard Fork. Le Recovery Hard Fork afin de protéger Ethereum d'un accès non autorisé. Oui, soulignant ainsi la préparation de la blockchain à de telles menaces. Donc voilà, c'est pour protéger Ethereum, d'accès de certains malfaiteurs qui voudraient accéder à Ethereum et modifier le code ou des choses comme ça. Peut-être les attaques quantiques, les choses comme ça. Donc voilà, Ethereum avance. Hein. Vitaly Buterin, c'est un génie et il arrive à inventer des choses incroyables pour son réseau. Et donc, voilà, le projet continue d'évoluer. Maintenant, le grand débat à savoir comment va être classé Ether est très important. On verra ça. En tout cas, BlackRock, là, ça reste que de la spéculation, mais l'attaque de fou. BlackRock, donc, lance son stablecoin, le Build. Il fonctionne à peu près de la même manière que USDT. Donc, apparemment, le fonds que BlackRock aurait posé là, sur Ethereum, là, un fonds de 100 millions, serait pour un stablecoin Build que BlackRock a lancé, apparemment. Sauf que BlackRock compte redistribuer une partie du rendement des bons aux détenteurs du stablecoin. Ce n'est pas le cas sur l'USDT, d'où les profits monstrueux de Tether. Donc voilà, rendez-vous compte, si Tether ne fait rien, il risque de perdre des milliards de dollars de bénéfices. Rotation des capitaux vers Build. Quand la liquidité sur Build sera suffisante et équivalente à l'USDT, ils vont devoir s'adapter. Donc là, apparemment, le Tether, un sacré concurrent, en l'occurrence, c'est BlackRock qui lance un stablecoin Build. On ne sait pas, hein, tout ça, je ne sais pas si c'est réel ou pas. Il faudra voir. Mais BlackRock, là, ça y est, hein, sont complètement tournés vers le Web3 et la cryptographie, et il se prépare pour la tokenisation des actifs réels, le prochain grand narratif. Et BlackRock compte participer totalement, parce qu'en lançant un stablecoin, c'est toute la liquidité qui peut passer à travers BlackRock, et voilà, ils peuvent maîtriser la tokenisation d'actifs réels dans le monde entier, vous voyez, depuis la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est énorme. En tout cas, BlackRock, depuis, reçoit des milliers de dollars de Memecoin et 25 NFT après que des personnes de la communauté ont découvert l'un de ses wallets supposés liés à son nouveau fonds de tokenisation. Vous voyez? Donc là, le wallet reçoit notamment des ordinals PP basés sur la blockchain du Bitcoin, du Mockcoin, du Voldemort Trump robotique. Voilà, énormément d'NFT, voilà. Au total, c'est plus de 40 000 tokens qui ont été envoyés sur le wallet de BlackRock apparemment. Notez que le token Rio du projet Realio a augmenté de 47% depuis qu'il a été transféré à BlackRock. Vous voyez? Donc, Realio qui explose. Realio, c'est un des plus gros projets du monde de la tokenisation, des Real World Assets. C'est un projet lié à l'immobilier qui va tokeniser complètement l'immobilier. Vous avez déjà Realty, mais là, vous avez Realio. Tout ça, tant que le narratif là, de BlackRock et de Ethereum va monter, des projets comme ça vont prendre du galon. Oui. Donc ça, c'est un narratif, on aura largement le temps de revenir sur ça plus tard. Donc en attendant, regardez Coinbase une nouvelle fois. Nous sommes ravis d'annoncer que Coinbase a été choisi comme fournisseur d'infrastructures justement clé pour les fonds d'investissement tokenisés BlackRock et Securitize. Donc en fait, BlackRock a fait un partenariat avec Securitize pour son fonds sur la blockchain Ethereum, pour lancer un fonds sur le réseau Ethereum. Et apparemment, Coinbase est le partenaire d'infrastructure. C'est par Coinbase apparemment que voilà, ils vont lancer ce fonds-là sur le réseau Ethereum. Coinbase va assurer justement voilà, le transfert des fonds et tout ça. Et la sécurité, tout ça. Bon, Coinbase, pour moi, c'est une pépite. C'est pour moi la plus grande institution financière dans le futur. Vous voyez ? Pour moi, je pense que Coinbase va dépasser toutes les grandes banques, voilà, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America. Je pense que Coinbase sera l'institution principale financière, la plus grosse aux États-Unis, en tout cas américaine, et voilà, et ainsi de suite. Ça va mettre du temps avant de dépasser BlackRock en termes d'actifs, tout ça, mais à terme, je
pense que Coinbase va prendre les rênes petit à petit. Et comme ils sont américains, enfin, le succès est garanti pour Coinbase. Et c'est pour ça que j'en ai déjà dans mon portefeuille. J'ai déjà des actions Coinbase. Pour l'instant, pas beaucoup, parce que Coinbase, à l'échelle mondiale, n'apporte pas encore autant de valeur que Nvidia ou des choses comme ça. C'est encore très petit. Très peu de personnes connaissent Coinbase et utilisent Coinbase. Donc voilà, mais Coinbase est dans la hype des cryptos, donc voilà, je me dois d'en prendre un peu, on va dire. Vous voyez. Donc voilà, AAV qui est le principal projet d'aide, enfin de prêt et de... C'est les prêts et c'est... je sais plus comment ça s'appelle là. AAV... emprunt, voilà, emprunt et prêt. J'avais du mal à trouver ce mot-là. En fait, AAV, c'est un projet sur le réseau Ethereum qui vous permet d'emprunter ou de prêter voilà, des liquidités. Voilà, depuis le réseau Ethereum. C'est le plus gros projet, l'un des plus gros projets sur le réseau Ethereum, avec Uniswap, tout ça. Vous voyez. Et donc, AAV qui lance le programme Merit. Et l'objectif, c'est de distribuer plusieurs millions de dollars d'airdrop. Donc les airdrops, c'est un peu des cadeaux voilà, que les projets font pour que vous adhérez à leur projet, tout ça. Et donc voilà, là, dans cet article-là de Cryptos, il vous montre comment être éligible justement à ce programme pour tenter de gagner de l'argent un peu gratuitement, voilà, des cadeaux, des choses comme ça. Donc n'oubliez pas, allez sur Cryptos ou AAV et allez vous renseigner par rapport à ça. Donc voilà, FTX n'avait plus que 105 bitcoins lorsque l'équipe de John Ray, donc depuis que l'avocat a repris FTX, quand les FTX s'est écroulé, et au lieu de 100 000 BTC qui auraient dû s'y trouver, donc John Ray déclare que les victimes de M. Bankman ne retrouveront jamais la situation économique que celle dans laquelle elles se trouvaient aujourd'hui, sans cette fraude colossale. Ray a déclaré que les affirmations délirantes de Bankman-Fried sur lesquelles son exchange était solvable constituent une interprétation erronée. Le mal était immense, les remords sont inexistants. Bon, en tout cas, voilà, il dit les vérités, comme quoi, voilà, les gens ne récupéreront jamais exactement leurs fonds et que Bankman-Fried avait bien menti, tout ça. Bon, pas de surprise par rapport à ça. Ici, pour les altcoins, attention, on pourrait toucher ça et aller à la baisse. Hein. Donc sur les altcoins, il faut observer. Là, c'est un moment de vérité. Donc on va voir ça. Là, on pourrait casser et faire ici, là, comme la pattern ici, et aller très bas. Surtout si la Bitcoin dominance revient, parce que le Bitcoin est promis à aller bien plus haut. Donc peut-être que l'heure des altcoins n'est pas tout de suite. On va observer ça. Prudence sur les altcoins. Mais voilà, certains peuvent exploser. Suffit d'écouter les narratifs un peu. Et certains vont exploser. En tout cas, sur le moyen long terme, pour les altcoins, ça sent très bon quand même. On risque de peut-être rebondir un peu, et chuter un peu, et à fortement voilà, continuer notre phase haussière. Donc sur le moyen long terme, ça a l'air d'être plutôt positif. Et là, il semblerait qu'on ait de la hausse qui nous attend là. On est dans un uptrend, et on va monter bien plus haut. Donc, ce serait pas déconnant d'avoir des altcoins. Les altcoins, c'est toutes les cryptos, sauf le Bitcoin. Donc Ethereum, Solana, voilà, toutes les autres cryptos sont des altcoins. Et donc voilà, sur le long terme, vous voyez que voilà, on fait une sorte de week-off pour les altcoins. Et là, donc normalement, si on suit, là, on va ranger quelques temps et ensuite vraiment exploser un peu plus là sur les altcoins. Donc ça sent quand même bon sur les prochains mois pour les altcoins. Quand on regarde les charts. Et donc voilà. Et là, dans les altcoins, on a des mêmes coins. Et là, par exemple, Floki, hein, qui est une crypto black de base, qui est l'un des mêmes coins préférés, bah Floki qui tient un événement, qui sponsorise un événement. Ça, c'est en Asie. Et donc, voilà. Ici, si je le traduis, voilà, Floki et TokenFi seront le partenaire crypto officiel du championnat du monde de tennis de table en Corée du Sud, visant à atteindre un demi-milliard de personnes. Donc voilà, un Floki va avoir une exposition, tout ça. Et donc, les mêmes coins sont là. Hein. Voilà, tennis de table, le championnat mondial, hein, tennis de table en Corée du Sud. Et donc, Floki va sponsoriser ça avec TokenFi. Donc voilà par rapport à ça. Ici, on a fini avec cette vidéo. Moi, je dois partir au boulot là. J'ai plus le temps. Donc, je vous laisse avec le top des tendances crypto. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Regardez dans le top 10 ici, bien sûr, les mêmes coins. Starknet hein, qui rentre dans le top 10 là. Pépite Layer 2 d'Ethereum, attention. Sinon, voilà, Slork, PP, Floki. Voilà. Digiverse, Boom, c'est voilà, le dérivé de PP qui est en première place des mêmes coins. Donc voilà la top des tendances. Bah merci pour ceux qui auront assisté à la vidéo jusqu'à la fin.
Donc je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour d'autres actualités, bien sûr, comme d'hab. Demain peut-être, ou ce soir, on verra pour un live. Et là, voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires voilà, sur certains propos que j'ai tenus, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et voilà, on en débattra sur Telegram, tout ça aussi. Donc force à nous, hein. Bonne journée à tous et on se retrouve. Allez, à plus.